Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde consacrée aux puits de carbone, outil clé de la transition écologique et je pense bien souvent oublié, dont on parle assez peu. Surtout quand on parle de la fameuse neutralité carbone en 2050, on ne parle pas de zéro émission nette, mais d'un certain montant d'émissions qu'il faudra compenser entre guillemets par des puits de carbone qui doivent être encore plus développés que ceux qu'on a aujourd'hui. Et donc c'est une véritable question qui mérite d'être vraiment au centre du sujet de la transition écologique. Les puits de carbone, ils existent sous différentes formes qu'on va développer grâce aux trois intervenants que nous avons invités. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'ils contribuent à l'équilibre atteint donc, que j'évoquais entre émissions et captation de carbone. L'équilibre aujourd'hui, il est plutôt rompu. Enfin, il est même très rompu puisqu'on sait qu'on émet beaucoup plus que ce qu'on est capable de capter à l'échelle de la planète, que la planète est capable de capter. Et l'idée, donc, à horizon de 30 ans, c'est quand même d'arriver à rétablir cet équilibre. Donc la question, c'est comment, par quels moyens, et est-ce qu'on sera capable de le faire avec les scénarios qu'on est en train de dessiner aujourd'hui. Sans cet effort, avec une définition d'une trajectoire à suivre, une trajectoire claire, réalisable, dont on va forcément discuter avec les intervenants aujourd'hui, il est très peu probable que cet équilibre soit atteint en 2050. Donc c'est vraiment une question qui est absolument centrale. Pour cette table ronde, on accueille aujourd'hui Marc-André Sellos, professeur du Muséum national d'histoire naturelle, Félix Noblia, agriculteur et expert sol et climat chez Régénération, et enfin Nicolas Cruau, président de Néolith. Je vais commencer par faire un petit tour de table, mais juste une information, on aura un temps de questions-réponses d'ici une heure à peu près, donc n'hésitez pas à préparer des questions si vous en avez. On passera un micro ou deux dans la salle. Donc voilà. Alors pour commencer donc, cette table ronde, je vous pose une question quand même centrale mais essentielle. Qu'est-ce qu'un puits de carbone ? Comment fonctionne le cycle du carbone, du sol au ciel et vraiment d'un point de vue didactique, quels paramètres influent en fait sur ce cycle, sur la qualité de ce cycle et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il est déséquilibré ? Pour commencer, peut-être Marc-André Sellos, comment est-ce que vous définiriez la qualité des sols et le fait que ces sols-là sont en grande partie intégrés dans ce cycle du carbone. Quel impact cela a-t-il sur le cycle du carbone, le fait que les sols ont une qualité qui est en train de d'évoluer? Je vous laisse évidemment développer. Le propre d'un cycle, c'est d'être bouclé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point d'accumulation. Après, il y a des points où le transit se fait avec un embouteillage, et dans un cycle où le carbone subit des conversions entre différents états, ce qu'on appelle les puits, c'est les endroits où il y a des embouteillages, où ça reste un certain temps. Et il y a toujours eu dans le cycle du carbone des embouteillages, mais simplement ils ont souvent changé. D'ailleurs, ils ont souvent changé avec le vivant, ou à cause du vivant. Par exemple, quand la végétation a commencé à coloniser les continents, on a soudain immobilisé beaucoup de carbone. C'est-à-dire qu'en fait, avant, il y avait beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère. Et puis, comme il y a eu des végétaux qui ont commencé à se développer, qui sont eux-mêmes, qui contiennent du carbone, et que leurs déchets, en tombant au sol, ne se sont que très lentement décomposés et n'ont que très lentement régénéré du CO2, on a vu chuter la concentration de CO2. Et d'ailleurs, on arrive à la fin du Dévonien à une gigantesque glaciation, parce que c'est un impact climatique. Oui, on a eu des moments où la vie a stocké à un moment plus de carbone qu'elle en stockait avant, et ça a eu des effets sur le climat. En l'occurrence, ça a refroidi le climat. Alors c'est paradoxal vu d'aujourd'hui et vu du problème qui nous intéresse, mais il n'est pas inintéressant de comprendre que dans toutes les formes du carbone, entre toutes les formes du carbone, il y a des interconversions. Certaines interconversions sont plus lentes, du coup il y a des embouteillages, et que la nature de ces embouteillages a toujours changé sous l'effet de la vie sur Terre. Voilà. En ce sens, d'ailleurs, on repère une chose, c'est que l'homme n'est pas singulier. Même dans les désordres qu'il crée, il ressemble à beaucoup de choses qui se sont produites dans la biosphère et qui ont été le fait du vivant. La seule différence, c'est que l'homme, lui, il est doté de conscience et de la capacité de prévoir. Et donc, s'il le fait, c'est non seulement comme un être vivant, mais en plus, comme les autres êtres vivants l'ont fait, mais en plus, en toute conscience. Alors, maintenant, pour en revenir à ça, le sol fait partie des stocks de carbone pour une raison toute bête, c'est que le sol, il est aéré, il y a des trous, on peut respirer dans le sol, il y a des échanges gazeux avec l'atmosphère, mais
Néanmoins, ce n'est pas des échanges très intenses, au sens où l'oxygène peut quand même être assez limitant pour la respiration. Et donc, la matière organique dans le sol, elle a tendance à être plus stable que dans l'air, qu'à l'air libre. En plus, la matière organique dans le sol, souvent, et là c'est notamment le cas de la matière organique issue des bactéries, elle est nichée dans des tout petits trous où elle va être peu accessible au reste du vivant, parce que c'est comme ça que la matière organique disparaît. Elle se fait manger par un être vivant du sol, qui la respire, et puis ça part sous forme de CO2. Et aujourd'hui, ce qu'on appelait autrefois les acides humiques, l'humine, on sait très bien que ça n'existe pas sous la forme où on pensait autrefois. On pense surtout que c'est des cadavres de microbes qui sont nichés dans des trous tellement petits que les autres n'arrivent pas à les bouffer les restes. Donc on a effectivement un ralentissement de la minéralisation, à la fois parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène, à la fois parce qu'il y a de la matière organique qui est nichée dans des trous inaccessibles. Et puis une dernière chose aussi, c'est qu'il y a des restes végétaux qui sont riches en carbone, mais il n'y a pas beaucoup d'azote dedans. Et ça, pour les microbes, c'est un peu déséquilibré comme alimentation, et c'est difficile de manger ça parce que c'est un aliment qui manque d'azote. C'est comme si on vous donnait, vous, à manger que de l'amidon. Ça manquerait de protéines. Et donc, pour toutes ces raisons, il y a des ralentissements de la décomposition. Alors, il y a d'autres facteurs comme le fait qu'il y ait beaucoup d'aluminium ou de calcium dans un sol, ou encore le fait que ce sol soit gelé. Oui, pensons aux pergélisols, par exemple, qui sont de formidables stocks de carbone. Il y a d'autres facteurs locaux qui peuvent encore freiner la décomposition et qui font que les sols sont effectivement, à l'échelle globale, l'un de nos volants de stockage de carbone les plus intéressants. Et on y reviendra peut-être, sur lesquels il faut agir de façon à ce qu'ils ne déstockent pas, c'est ce qu'on fait en ce moment malheureusement, mais plutôt qu'ils stockent. Merci beaucoup. Félix, chez Régénération, quel est votre modèle en termes de puits de carbone? Qu'est-ce que vous faites déjà concrètement? Je voulais amender ce que disait Marc-André sur l'histoire de la végétation, mais est-ce que vous savez qui c'est? C'est une très mauvaise manière, ça n'a rien à voir avec Régénération, je vous rassure tout de suite. Voilà. Est-ce que vous savez qui c'est qui a refroidi la planète de 1 degré? Un humain qui est responsable de ça. Bon, c'est Gengis Khan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué 10% de la population mondiale. Et en fait, tout l'espace de l'Asie s'est reboisé. En fait, à l'espace d'une génération et demie. Et donc, on retrouve dans les carottes que la planète s'est refroidie à ce moment-là d'1 degré en recaptant le carbone. Donc, c'est des processus qui sont réversibles, en fait. C'est ça qui est intéressant à comprendre. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire que cette histoire du carbone, on peut faire autant de dégradation que d'aggradation. Régénération, pour le faire en très court, c'est une entreprise qui accompagne les agriculteurs dans la transition vers l'agriculture régénératrice. C'est un accompagnement financier qui est construit sur la base d'un agriculteur qui s'engage dans une démarche de progrès, a des sols, donc ils vont s'engager sur cette démarche de réversibilité et qui vont recommencer à stocker du carbone. Donc je vais faire une digression rapide, mais c'est vrai que Marc-André, ce que tu racontes est passionnant. En revanche, je ne sais pas si tout le monde est aussi expert en biologie qu'il le faut pour comprendre ces process de minéralisation, d'humification et tout ça. Mais c'est qu'un sol agricole, il va fonctionner avec 2 gros processus sur le carbone. Un qui va être l'humification, c'est une plante qui va qui va capter avec le soleil le CO2, relâcher l'oxygène et donc elle garde ce carbone. Ça, vous avez tous compris ça. Ce carbone, il est transformé en sucre, il est transformé en amidon, il est transformé en cellulose. Et ça vient soit dans les racines nourrir la biologie du sol, soit ça vient créer de la plante. Et cette plante, quand elle va mourir, elle va être décomposée par le sol. Et donc, à la fois les racines qui envoient du sucre dans le sol et les feuilles qui vont tomber, ça s'appelle l'humification. Donc ça vient enrichir le sol. Donc là, on augmente le compte en banque du sol en matière organique et en carbone. Ensuite, il y a un autre processus qui s'appelle la minéralisation. Là, par contre, on brûle ce carbone. Et cette minéralisation, plus on va mettre d'oxygène dans le sol, plus on va brûler ce carbone. Et donc, c'est des process qui sont en permanence en balance entre je capte du carbone et j'en émets, je capte du carbone, j'en émets. Dans la nature, en revanche, l'humain a décidé de travailler les sols. Et donc, avec ce travail de sol, on vient augmenter de manière massive cette minéralisation. Et donc, chaque année, on décapitalise un peu plus le compte en banque.
Et on peut le voir sur des images aériennes prises par la NASA, mais c'est qu'en fait, les stocks de carbone dans l'atmosphère ne sont pas linéaires sur l'année. C'est-à-dire qu'on va se retrouver l'automne avec beaucoup de carbone dans l'atmosphère et l'hiver. Et puis au printemps, à partir du mois de mai, ce taux de carbone, les ppm de carbone de l'atmosphère diminuent. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on arrête les usines et tout ça? Non, qu'est-ce qui se passe? C'est que la photosynthèse de l'hémisphère nord démarre. Voilà. Et donc du coup, dès que les plantes captent du carbone, on en a moins dans l'atmosphère, et dès que les plantes arrêtent de capter du carbone, on en a plus dans l'atmosphère. Mais par contre, notre enjeu, c'est d'arrêter de perdre celui des sols et de commencer à réellement en stocker dans les sols. Donc c'est ça qu'on fait avec Régénération en accompagnant les agriculteurs. Et donc on vient certifier tout ce qui se passe sur leur ferme avec des méthodes qui sont basées sur de la mesure et pas sur de la modélisation, sur de la mesure de biodiversité, sur de la mesure de l'impact des pratiques sur la ressource en eau. Et donc tout ça nous permet de générer des certificats d'éco-contribution. Pourquoi ce n'est pas des crédits carbone et c'est des certificats d'éco-contribution? Parce que ça ne vient pas dédouaner les entreprises de leurs objectifs environnementaux. Elles peuvent s'en servir pour compenser, mais il faut sortir de cette sémantique-là. C'est l'entreprise a des objectifs environnementaux, il faut qu'elle s'y tienne, il faut qu'elle fasse des efforts. Et plus elle va flécher des financements dans la transition, mieux ce sera. Et donc, on revend ça à des entreprises et on flèche des financements vers l'agriculture. On amène une poche de valeur à peu près de 100 € par hectare parce qu'on a construit une méthode qui est extrêmement robuste, basée sur des sous-jacents fiables de la mesure. Et voilà. Merci beaucoup. Nicolas Cruau, chez Néolith, comment fonctionne votre technologie qui capture du carbone, qui permet d'éviter en tout cas également des émissions? Comment ça s'insère justement dans le cycle du carbone dont on a déjà un peu parlé? Alors, donc oui, Néolith, pour mettre un peu de contexte, c'est une start-up industrielle angevine qu'on a créée il y a un peu plus de 3 ans maintenant, qui compte aujourd'hui près de 200 salariés, et qui s'est donné pour mission d'arrêter l'enfouissement et l'incinération des déchets en proposant une alternative qu'on appelle la fossilisation, qui consiste en gros sommairement à prendre le déchet non recyclable en mélange, votre poubelle ménagère ou la poubelle des industriels, et en faire des cailloux comme ça, sans chauffe, qui sont réutilisables dans la construction. Et là, vous vous demandez pourquoi, du coup, je parle de puits de carbone. La question, c'est, nous, on a 2 impacts sur le climat. On a des émissions évitées très fortes parce qu'on évite la combustion des déchets dans les incinérateurs ou les émissions de méthane dans les centres d'enfouissement. Donc ça, moi, j'ai un impact carbone bien plus faible que ces gens-là. Et de l'autre côté, dans le déchet, il y a de la matière organique type le carton, le papier, le bois. Cette matière organique, quand je la fossilise, vu qu'il n'y a pas de chauffe, la totalité des atomes de carbone qui sont présents dans ces matières organiques vont être stockés là-dedans, dans mon granulat minéral. Et du coup, on crée par là une séquestration carbone parce qu'on vient interrompre ce cycle naturel du carbone où le morceau de bois, normalement, il aurait dû se décomposer et rejeter son carbone dans l'air. Donc on crée artificiellement un embouteillage de plus dans le système. Un peu sur la manière du biochar, mais sauf que le biochar, c'est des déchets qui sont pyrolysés. Nous, l'idée, c'est de profiter du fait qu'il y ait de la matière organique dans le déchet pour la séquestrer, et en parallèle d'éviter toute la matière fossile qui est dans le déchet, qu'elle soit soumise à la combustion et qu'elle relargue ses émissions fossiles. C'est à peu près ça qu'on fait du coup chez Néolith. Et pour donner un ordre de grandeur quand même, parce que c'est ça qui m'intéresse moi, si demain je pouvais traiter tous vos déchets en France, on pourrait réduire d'à peu près de 6 à 7% les émissions françaises de CO2, la moitié étant de l'évitement, de l'incinération et de l'enfouissement, et l'autre moitié étant donc 3 à 4% un puits de carbone artificiel qu'on vient rajouter. Juste pour préciser, qu'il y a un puits de carbone très intéressant parce qu'on sait qu'il n'y a pas de réversibilité là-dessus. On a pu démontrer que ça ne va pas, dans 50 ans, réémettre son carbone. Merci beaucoup. Avant de poser le constat peut-être de la qualité des puits de carbone et du cycle du carbone en 2023, j'aimerais peut-être faire un bref historique du siècle passé jusqu'à aujourd'hui. En gros, quelles ont été les grandes étapes de la lente descente vers le constat qui va nous amener à ce triste déséquilibre qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être Félix Noblia, pour avoir un aperçu de ce qui vous a amené, vous, à vous engager dans cette voie-là. Quel a été votre regard sur ce qui s'est passé, sur les décennies qui ont précédé la mise en mouvement qu'on connaît aujourd'hui? Oula, sans avoir la prétention d'avoir un regard éclairé sur les décennies précédentes, déjà je vais juste parler d'abord de la mienne. Ce qui m'a amené à comprendre les choses de là où j'en suis. Je ne suis pas un scientifique et voilà, je suis un agriculteur.
un agriculteur du Pays Basque, et je me suis installé donc il y a 15 ans sur une ferme. Je me suis rendu compte à quel point les sols, quand j'ai repris cette ferme, étaient dégradés. Il m'a fallu longtemps, dans l'échelle d'une vie humaine, il m'a fallu quelques années pour comprendre que ces sols dégradés, en fait, ils étaient dégradés, hein, que c'était pas normal. Ça, c'était un point assez important. C'est pas normal que quelque chose pousse pas bien ou pousse pas. C'est pas normal qu'il y ait des endroits où il y avait même plus de vie, tout ça. C'est pas normal. Que c'était la conséquence exclusive de mauvaises pratiques agricoles qui a dégradé les sols. Ils ne se sont pas dégradés tout seuls. Ce n'est pas la faute à l'orage s'il y a la terre qui finit à la rivière. C'est la faute aux pratiques qui ont entraîné ces conséquences-là. Donc ça, il m'a fallu pas mal de temps pour le comprendre, l'accepter et me rendre compte de tout ça. Et après, tout ça a amené toute la compréhension de ce que je vous ai expliqué. Et à la fin, la compréhension sur ces histoires de minéralisation de carbone. Donc le carbone, effectivement, il y a tout le carbone fossile, qui est important, qui est toutes les énergies fossiles, tout notre mode de vie qui est basé tout là-dessus, toute notre société industrielle qui est basée là-dessus. Mais moi, ce dont je sais vraiment parler, c'est l'agriculture et c'est le dégât qu'on a fait sur les sols, de manière générale, un peu depuis que l'agriculture existe, mais de manière très 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 accélérée, depuis que la révolution entre guillemets industrielle de cette agriculture. Les dégâts que font la chimie de synthèse sur la biologie des sols, qui entraînent les dégâts que vont faire les pratiques mécaniques, parce qu'en fait c'est lié entre la chimie de synthèse et la mécanisation sur la structuration des sols et comment est-ce qu'on va perdre tout ça, comment on va créer des fuites phénoménales des systèmes agricoles et les conséquences que ça va avoir sur tout le reste de la chaîne. Merci beaucoup. Marc-André, c'est là sur l'évolution peut-être de... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une évolution négative de la qualité des sols et des puits de carbone qu'on a en tête les plus évidents, comme les forêts par exemple? J'imagine que la réponse est oui, mais est-ce que vous pourriez préciser dans quel ordre de grandeur, dans quel sens cette évolution a été? Quand vous imaginez un écosystème où l'homme ne récolte pas, l'ensemble de la matière organique finit au sol quand elle est aérienne. Mais n'oubliez pas qu'un tiers de la masse de la plante, on va surtout parler des plantes parce qu'il y a surtout ça dans les écosystèmes, un tiers de la masse de la plante est souterraine, et d'ailleurs les parties souterraines se renouvellent beaucoup plus vite. Donc en fait, l'apport de parties mortes au sol par les racines, c'est égal à 1 à 5 fois l'apport de parties mortes par la chute des parties aériennes. 1 à 5 fois, ça dépend des espèces. Donc il y en a injecté dessous, déposé en surface, et puis ça s'incorpore au sol, et puis ça se décompose lentement, ça redevient du CO2, mais comme on le disait, lentement, et donc ça stocke du carbone. Quand l'homme arrive, il fait plusieurs choses qui vont détruire ce stock. D'abord, il récolte. Il emmène des choses qui ne tomberont pas au sol. Après tout, on cultive pour récolter. Ça peut se compenser à la rigueur par l'apport de fumier ou de déchets domestiques, où on ramène de la matière organique qui peut compenser en partie. Mais quand on est passé aux engrais minéraux, on a perdu cet apport de matière organique, puisqu'en fait, l'apport de fumier, c'était de l'apport de matière organique et de fertilité. Et que maintenant, on amène de la pure fertilité sous forme minérale. Donc ça, c'est au début du XXe siècle qu'on a décroché par rapport à cet apport compensateur. La deuxième façon dont l'homme déstabilise la matière organique du sol, c'est en labourant. Quand on laboure, on oxygène. On massacre la vie du sol quand on laboure. On massacre les filaments microscopiques des champignons, on massacre les animaux. D'ailleurs, les oiseaux sont souvent derrière pour les becter. Mais on ne tue pas les bactéries qui sont très petites et qui restent dans les trous et qui, elles, bénéficient de cet apport d'oxygène pour respirer plus. Donc vous m'avez suivi, on apporte moins, on apporte moins, et comme on laboure, eh bien, on déstocke du carbone qui était, qui était là. Par exemple, on compte que depuis les années 50, on a perdu dans les sols d'Europe la moitié de la matière organique des sols. C'est énorme, ces quantités. Tout ça, ça fait du CO2. Et d'ailleurs, pour reprendre des estimations historiques dans la perspective de celle que tu proposais, que je ne connaissais pas et que je trouve bien, donc je vais la reprendre pour l'avenir, mais il y a aussi les travaux de Rudiman qui suggèrent que l'homme a émis en labourant et en défrichant, il est vrai, parce qu'il faut brûler la végétation qui se trouve là avant pour, ou au moins l'éliminer pour cultiver, l'homme aurait émis en 8 à 10 000 ans 300 gigatonnes de carbone, ce qui est le double des 150 gigatonnes qu'on a émis depuis 200 ans avec l'utilisation des combustibles fossiles.
mais dans ces 8 à 10 000 ans, ça aurait juste limité le refroidissement climatique qui venait lentement, et ça n'aurait pas eu d'effet très modificateur, mais au contraire stabilisateur du climat. Donc, on a déstocké énormément de cette matière organique, pour résumer, par historiquement le labour, ensuite, bien sûr, toujours la récolte, et puis le passage aux engrais minéraux qui nous a dissociés de l'apport organique. Par parenthèse, ça veut dire que l'élevage n'est pas nécessairement, et ça renvoie à une table ronde qui a eu lieu ce matin, l'ennemi du climat, parce qu'un certain type d'élevage peut générer du carbone, enfin de la matière organique à remettre dans les champs. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on a finalement dans nos sols un déficit de matière organique qu'on va pouvoir combler, parce qu'on sait très bien que nos sols, ils pourraient fonctionner avec plus de matière organique. Et ça, c'est une sorte de preuve en creux qu'il y a de la place dans le sol pour de la matière organique. Et donc, ça fait de quelque chose qui est plutôt, jusqu'à cette minute, dans ma description, un fardeau, un générateur accru de gaz à effet de serre. Ça fait que si vous l'entreprenez à temps, si vous le connaissez, si vous le gérez, c'est le problème de la biologie. Hein. Vous la découvrez au moment où vous devez expliquer des catastrophes. Mais si vous l'avez en main avant, si vous avez en main les jeux écologiques et biologiques, eh bien, c'est une solution en creux que je vous décris. C'est un endroit où stocker du carbone demain. Nicolas Cruaud, si on s'intéresse plutôt aux solutions technologiques de captation du carbone, est-ce que c'est quelque chose qui est parvenu récemment dans l'écosystème, dans l'économie française, on va dire, dans les solutions auxquelles on s'intéresse, ou c'est une lente évolution des pratiques qui se sont développées au cours des décennies qui précèdent? Alors, dans le domaine limité de ma connaissance du sujet, c'est quand même quelque chose, nous on voit apparaître un modèle économique à ça que très récemment. Donc, 90% des solutions de séquestration carbone coûtent plus d'argent qu'elles ne rapportent. Donc, s'il n'y a pas un système de monétisation sous forme de crédit carbone, de quotas sur le marché européen, par exemple, ce genre de choses, la filière technologique ne peut pas vraiment exister. Donc, moi, je vois un très gros pic récent sur ce sujet. La question que soulève ce pic aujourd'hui, c'est plutôt la compétitivité des solutions de séquestration carbone comparée à des solutions, par exemple, de production d'énergie à partir de la même matière organique. Il y a un combat sur les usages de la matière organique. Est-ce qu'il vaut mieux quand on a, par exemple, des résidus de bois, est-ce qu'il vaut mieux les brûler pour faire de l'énergie en considérant du coup que cette énergie est neutre en carbone, ou est-ce qu'il vaut mieux la pyrolyser et en faire du biochar pour séquestrer le carbone qui était dedans? Aujourd'hui, je pense que les problématiques qu'on va avoir dans le développement de certaines solutions techno, ça va être ça. Ça va être les cas d'usage et comment les compétitions d'usage vont réussir à se régler les unes par rapport aux autres. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des solutions. Enfin, moi, par exemple, la solution que j'essaie d'apporter, c'est d'aller chercher un puits de carbone qui n'était pas, de la matière organique qui ne pouvait pas être aujourd'hui utilisée dans un puits de carbone. La matière organique qui est présente dans le déchet en mélange, elle est avec des plastiques, elle est avec plein de choses. Donc on ne peut pas juste, par exemple, en faire un biochar. Ça ne marcherait pas. Ou en tout cas, on émettrait pas mal de CO2 fossile en même temps. Et aujourd'hui, moi, je me bats notamment contre l'incinération des déchets. Non pas parce que c'est une solution qui est en soi mal. Factuellement, c'était une meilleure solution que l'enfouissement. Mais aujourd'hui, ça empêche une partie du puits de carbone, de la matière organique, d'en faire un puits de carbone dans le déchet. Et en plus, ça émet quand même pas mal de CO2 fossile parce qu'à la fin, vous brûlez une partie de plastique. Et donc, vous avez le bilan carbone, grosso modo, d'une chaudière, d'une centrale au gaz ou au charbon, à peu près, par l'électricité que vous allez générer. Donc, l'incinération n'est pas une solution pour moi là-dessus. Donc, en tout cas, les solutions techno qui, à mon sens, ne seront pas limitées, c'est celles qui arrivent à récupérer de la matière organique ou du carbone qui n'est pas en compétition d'usage. Et c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de solutions qui se mettent en séquestration du carbone fossile, alors avec plus ou moins de succès, directement en sortie de cheminée, d'usine, mais ça me semble quand même plus compliqué, le direct air capture, les grands ventilateurs en Islande,
Ça, dans la théorie, c'est une bonne solution parce que ça vient en compétition avec rien du tout. Le carbone qui est dans l'atmosphère, on ne pourrait rien en faire autre que le regarder réchauffer la planète. Mais après, ça pose ses propres problèmes énergétiques et compagnie, quoi. Mais à la fin, on n'a qu'une ressource organique finie. On ne va pas commencer à faire de la matière organique juste pour faire du stockage carbone. Donc, on sera limité par ça, par ce potentiel. Sur les solutions de... Vous voulez réagir? Non, Marc-André? Oui, juste une chose, il y a quand même un moment où on peut faire de la matière organique pour faire de la matière organique. C'est tout ce moment où en France, nous, on voit une campagne faite de sols nus, pas couverts de végétaux. Alors en plus, ça a été labouré avant, donc vous voyez le truc, ça respire à fond, et il n'y a pas de végétaux dessus. Les intercultures, le fait de semer des plantes, qui d'ailleurs pourront pour certaines fixer de l'azote atmosphérique parce que ce sont des légumineuses qui hébergent des bactéries, qui pour d'autres pourront fendre le sol dans le cas où on ne l'a pas labouré, ça permettra, avec l'accroissement des racines, de récupérer une pénétration à la fois de l'air mais aussi de l'eau, et puis aussi des plantes qu'on peut d'ailleurs calculer pour être répulsives des parasites des cultures suivantes. Bref, ce que je veux dire, c'est que ces plantes qui peuvent avoir plein de rôles, qu'on élèverait entre deux récoltes, un autre rôle, ce serait de limiter l'érosion d'ailleurs, ces plantes-là, ensuite, on les abat au sol et on peut, par leur partie racinaire enfouie et ce qui va rapidement se trouver enfoui de leur partie aérienne, stocker 0,1 à 0,8 tonnes de carbone par hectare. Ça veut dire qu'il y a un moment où les écosystèmes ne servent à rien, et c'est le truc d'utilisation où il n'y a pas de concurrence, là justement, qui m'intéresse, où on pourrait simplement élever des plantes pour stocker du carbone et au fait aussi, marginalement, entretenir l'état et la stabilité face à l'érosion des sols. Merci. Alors, aujourd'hui, en 2023, on est, où en est-on en fait de cette trajectoire à suivre? Si j'aurais peut-être un ordre de grandeur en termes de chiffres, les scénarios de neutralité, puisqu'on parle de neutralité, ils doivent permettre de compenser jusqu'à 70 millions de tonnes de CO2 contre environ 20 millions aujourd'hui, la capacité des puits de carbone français, si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à me corriger évidemment, mais pour moi les ordres de grandeur sont ceux-là, donc il faut 3 fois plus de puits de carbone au minimum. Est-ce qu'on est sur une bonne trajectoire? Est-ce qu'il faut au contraire repenser encore plus de façon plus drastique les émissions résiduelles, qu'on appelle aujourd'hui résiduelles, de plus de 70 millions de tonnes de carbone en France en 2050. Voilà, quelle piste peut-on prendre par rapport au puits de carbone? Alors, Félix Je vais commencer de suite, mais sur ce qui est important en fait de comprendre dans les sols, c'est qu'ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux en termes de est-ce que ce sol est un puits de carbone ou ne l'est pas. La quantité de carbone qui pourrait être séquestrée dans un sol, elle est dépendante du taux de matière organique sur argile. Combien on a de matière organique et combien on a d'argile? Il y a un plafond maximum. En gros, on dit que c'est à peu près de 24. Un objectif raisonnable, c'est à peu près de 17%. Et ça, c'est des travaux de quelqu'un qui s'appelle Pascal Boivin en Suisse. Voilà. Mais en gros, il y a des sols qui vont pouvoir stocker énormément et d'autres qui sont presque à leur max. Si on prend une ferme d'élevage à 1500 mètres d'altitude avec 16% de matière organique, cette ferme va pouvoir stocker. En revanche, si on prend... mais globalement, ce qu'on peut imaginer, assez simplement, sans trop se prendre la tête, c'est qu'on pourrait stocker au moins ce qui a été déstocké. C'est-à-dire que ces sols, ils avaient déjà la capacité de stocker, donc on va pouvoir restocker cette matière organique. Est-ce que les sols suffiront? On a, si je ne dis pas de bêtises, peut-être 25 millions d'hectares en France. Si on est sur des objectifs très raisonnables, on serait sur 25 millions de tonnes dans les sols agricoles, et donc on ne serait pas malheureusement à 70 tonnes. On serait à 25 sur 70, ce qui est déjà quelque chose de bien. Après, il y a des choses qui sont en train de se passer aussi dans ces sols. On parle de stockage profond, mais il n'y a pas que les sols en fait. Moi, j'aimerais bien, Marc-André, je ne sais pas si c'est un sujet que tu peux évoquer ou pas, mais j'ai entendu quelque chose de passionnant d'un collègue à toi au sujet des colicocophoridés. Voilà. Qu'est-ce que je vais raconter sur les colicocophoridés? Les colicocophoridés sont des petits êtres unicellulaires, c'est ça? Des petits algues, voilà, et qui se font, en fait, dans leur cycle de reproduction, des carapaces calciques, ou des structures calciques. En fait, elles sont capables de générer des carbonates.
Des carbonates, c'est du calcium avec du carbone. Et ces carbonates, après, ça vient se générer, se sédimenter, se créer et se rester au fond de l'océan. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les sols qui pourrait représenter ça, mais par exemple, un escargot qui génère sa coquille, il va faire la même chose. Il y a des processus vivants qui transforment le carbone organique en carbone fossile aussi. Ces potentiels-là, ils sont peu connus, en fait. Moi, je ne sais pas ce que tu connais des sols, moi je ne connais pas grand-chose, et encore moins de leur biologie. Ce qu'on a l'impression, c'est que plus les sols vont foisonner de carbone et de matière organique, plus il y a des process bizarres qui apparaissent et qui viennent transformer des trucs qu'on pensait que ça mettait des centaines de milliers d'années à se faire, des carbonates et des formes plus solides et plus durables et permanentes du carbone. Ce potentiel-là, en fait, des sols, il est assez énorme. Et déjà, en fait, il y a d'autres sujets. Il n'y a pas que le carbone dans la vie, en fait. Non, mais c'est vrai. Et donc, le carbone, c'est un des éléments de notre survie et de notre lutte pour le climat. Mais les autres éléments sont très importants aussi. Et dans l'histoire des gaz à effet de serre, il y a aussi l'eau et la vapeur d'eau. Et la manière dont se comporte l'eau, ça va jouer plus ou moins comme un gaz à effet de serre ou plus ou moins comme un climatiseur, en fait. Et une agriculture végétalisée, elle va aussi participer à refroidir. Et donc, c'est plus compliqué que ça, en fait. C'est plus compliqué qu'il nous faut une neutralité carbone à 2050. Voilà. Non, il faut transformer l'agriculture et reverdir les sols. Mais il faut les deux. Mais c'est... voilà. Alors, comme vous voulez, Marc-André, si vous voulez réagir à ce que disait... Oui, bah alors bon, pour faire simple, la fixation, la précipitation de carbonate dans les sols se trouve limitée en efficacité dans toute la zone aérienne par le fait que l'eau de pluie qui tombe est chargée en CO2. Et CO2 plus carbonate donne HCO3-, ça donne des formes solubles qui partent et qui ensuite peuvent être de nouveau en équilibre avec l'atmosphère. Donc c'est pas forcément le levier majeur dans les sols, la précipitation de carbonate. C'est à la fois difficile à faire et instable. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on peut faire mieux dans nos sols. Et moi, j'aimerais, par rapport à ce dont on discute, rappeler une initiative qui est française, puisqu'elle a été portée par Stéphane Le Foll au début, qui est celle du 4 pour 1000. Parce que derrière 4 pour 1000, il y a un calcul dont on peut discuter ensemble des limites. C'est que si chaque année, on augmente... Alors, en gros, on a regardé, ils ont estimé quelle est la teneur en matière organique des sols globales, quelle est la quantité de matière organique qu'on a dans les sols à l'échelle globale. Et la question a été, si on veut mettre de la matière organique dans les sols pour compenser les gaz à effet de serre émis par l'humanité dans une année donnée, combien faut-il en mettre? De combien faut-il augmenter ce réservoir de carbone dans les sols? Et la réponse, c'est 0,4%, ce qui peut s'exprimer 4 pour 1000. Si chaque année, on augmente de 4 pour 1000 la teneur de matière organique de tous les sols du globe, eh bien, on arrive à compenser les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité cette année-là. Alors, c'est pas une raison pour continuer, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, mais il y a une épée de Damoclès par rapport au sol qui fait que peut-être demain ils ne stockeront plus rien, on en parlera après, c'est juste pour résorber ce qu'on a mis déjà. Deuxièmement, on ne peut pas le faire partout pour des raisons d'accessibilité, on ne peut pas les mettre de la matière organique partout, on ne peut pas le mettre, j'ajouterais à ce que tu dis, dans des sols sableux. Si vous avez moins de 10% d'argile, de toute façon, c'est trop aéré pour pouvoir stocker du carbone, parce que c'est respiré tout de suite. Et puis il y a aussi des tensions sur la ressource. On n'a peut-être pas assez de matière organique pour faire ça partout. Mais ça veut juste dire que c'est quelque chose qui a un poids suffisant. Et je dirais que non seulement c'est un levier qui est de la taille des leviers attendus, mais il y a aussi une autre chose. C'est un levier moral quand d'autres le sont moins. Je m'explique. Compenser le carbone en plantant des arbres, en plantant des forêts, ça paraît super bien. Alors, c'est pas des forêts, c'est des plantations. C'est pas pareil. C'est pas aussi beau, mais admettons. Ensuite, il ne faut pas les couper, parce que c'est leur présence, c'est leur existence qui est un stock de carbone. Et on se retrouve avec des forêts où il y a l'arbre des vacances de Mamie Truc aux Seychelles, l'arbre des circulations de Marc-André Solos quand il traversait l'Atlantique pour aller faire le kéké dans des congrès scientifiques. Vous y êtes ? Et ça, c'est des montagnes de déchets. Alors certes, elles sont moins disgracieuses que d'autres, mais ce sont des montagnes de déchets qui préemptent l'espace de nos enfants. Quand on a remis de la matière organique dans le sol, 1, on a stocké du carbone. 2, c'est un liant pour le sol, on limite l'érosion et on revient des taux d'érosion ordinaires. 3, ça retient l'eau par soi-même,
On dit souvent 1% de matière organique en plus, 10 mm d'eau de pluie retenue. 3. Comme ça stabilise la structure en collant, ça stabilise les trous, donc ça fait des trous qui retiennent l'eau, donc rebelote par un autre biais qui est la stabilisation de la porosité, ça retient l'eau. 4. Ça nourrit des microbes du sol qui font d'autres choses, et notamment de la fixation de l'azote atmosphérique pour faire des protéines ou des choses comme ça. En fait, on a juste amélioré le sol, et nos enfants peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ce levier-là ne préempte pas l'espace des générations suivantes, il le potentialise, il l'offre à eux en plus riche. Ça, c'est vraiment important, parce qu'il y a une dimension morale dans l'amélioration des sols qu'on sent dans notre discussion en amont, virtuellement, mais voilà, c'est ça que je voulais rappeler. Bon, moi je vais avoir l'air très factuel après avec mon truc, mais en ordre de grandeur, du coup, sur le puits de carbone qui m'intéresse, moi sur tes 70 millions de tonnes, c'est à peu près 15 millions de tonnes de carbone qu'on pourrait stocker, présent dans le déchet qu'on pourrait stocker, sous une forme ou sur une autre. La fossilisation en fait partie, mais si tu arrives à l'isoler de façon pure, je pense que faire du biochar c'est plus intéressant par exemple. Et je me disais, par rapport aux problématiques de, à un moment, si ton sol il peut plus séquestrer de carbone supplémentaire, tu peux quand même continuer à planter pour planter, enfin des types de plantes dont tu parlais, à partir du moment où tu utilises ces technologies-là pour venir séquestrer ce carbone. Si les plantes, au lieu de les laisser sur le sol, parce que tu as déjà atteint ton stock maximal de ton sol, tu commences à aller les chercher en biochar, dans l'absolu, tu peux continuer à en faire un puits de carbone récurrent. Parce que le problème, c'est de pas juste avoir un puits de carbone où on remplit un stock qu'on avait vidé, et après, dans 10 ans, il est rempli et on est comme des cons parce qu'on continue à émettre du CO2 fossile. Alors on a un petit peu parlé des solutions de compensation de carbone, que les entreprises justement achètent, par exemple en crédit carbone, en quota carbone qu'elles sont obligées d'acheter. Est-ce que pour vous trois c'est une solution qui est intéressante, ou au contraire, je pense avoir une partie de votre réponse, mais ce serait bien de pouvoir un peu développer ça. Est-ce que toutes les solutions sont bonnes à prendre, y compris les plus farfelues en termes de technologie, les solutions de capture en sortie de cheminée qui vont permettre de continuer à polluer autant qu'on a envie, si tant est qu'à la sortie on a une forme de capture directe. Félix, je vois que vous avez pris le micro. Est-ce que si je fais n'importe quoi, c'est normal que je puisse payer pour avoir le droit de m'acheter une conscience? Ça, c'est une question d'éthique qui peut être tout à fait débattue. Là, ce qu'on a choisi de faire avec Régénération, c'est d'essayer de transformer la sémantique de ça. Nous, ce qu'on génère, c'est des certificats d'éco-contribution. C'est l'entreprise met de l'argent dans la contribution vers l'environnement. Ça ne la dédonne pas de ses responsabilités. Ça reste basé sur des crédits carbone, donc elle peut compenser, les utiliser pour compenser, mais l'idée de cette sémantique, de ce changement de sémantique, c'est qu'il puisse y avoir beaucoup plus de valeur amenée sur ces trucs-là. Parce qu'en fait, notre sujet à nous, c'est l'agriculteur et l'agriculture. Pourquoi on a choisi ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les crédits carbone, on va trouver de tout. Je vais essayer de ne pas citer d'entreprise, ça va peut-être m'échapper, mais voilà. On va trouver des entreprises qui vont être capables d'acheter des crédits carbone à 80 centimes la tonne. Exactement ce que disait Marc-André, ce que tu disais, ouais, vas-y, il existe un bout de lait au Bangladesh, donc je compense mon vol. Voilà. Donc typiquement, ça existe. Bien évidemment, il n'y en a même pas pour le prix de la peinture verte. Derrière, il existe aussi des compensations jusqu'à 2500 $ la tonne. En revanche, le niveau de valeur minimum pour que l'agriculteur puisse dérisquer une transition, c'est 100 € par hectare et par an. Donc maintenant, est-ce qu'une entreprise est prête à payer ce truc-là ou pas? Quelle entreprise est prête à payer ce prix-là ou pas? Il y en a qui sont prêtes à payer ce prix-là.
La question, c'est que ces choses-là soient très transparentes, très robustes, très fiables et très vertueuses. Et ça doit répondre à 3 enjeux. Aux clients d'une entreprise, qui vont être contents parce que leur entreprise fait des belles choses, aux salariés d'une entreprise et à l'équipe qui travaille parce que leur métier a du sens, et aux actionnaires. Voilà. Donc on a des trucs intéressants là-dessus, mais la problématique principale de ce marché et de tout ça, c'est que aujourd'hui, si c'est juste des compensations pour des compensations, les entreprises n'ont pas intérêt à flécher des gros flux financiers, donc autant faire du greenwashing, puisque ça passe et que ça suffit. C'est ça le sujet. Tant que ça sert à rien, on s'en fiche. Donc on met pas d'argent dans les projets. Et donc du coup, comment est-ce qu'on fait redescendre de la valeur pour des choses qui ont réellement du sens? Parce qu'en fait, parce que nous, dans ce qu'on propose, il y a aussi une dimension d'accompagnement agronomique avec des agronomes qui vont sur les fermes. Enfin, c'est pas des agronomes qu'on a internalisés, mais le but, c'est que chaque agriculteur qui s'engage dans la transition soit accompagné. Et c'est des feuilles de route, des nouvelles démarches de progrès qui sont engagées entre l'agriculteur, son agronome, et nous, on vient, en fait, les moyens que va avoir l'agriculteur sont décidés par lui. C'est lui qui va décider de sa stratégie des petits pas. Nous, en revanche, on a une méthodologie qui est standardisée de mesure de ces résultats-là. Et en fait, ce qui vient générer ces crédits, c'est la différence entre ce qu'on mesure. On n'imagine pas qu'il va potentiellement, au doigt mouillé, stocker tant de carbone. Non, on mesure qu'il a un stock en année 1, un stock en année 5, un stock en année 10. Voilà. En prenant en compte la densité apparente du sol, en prenant en compte la concentration, en prenant en compte 2 profondeurs différentes de densité et de concentration, en fait, ce qui permet en fait, de calculer un stock de carbone par masse de sol équivalente. Et ce truc-là fait que c'est fiable. Donc on peut dire c'est sûr. Voilà. Et alors, malgré l'incertitude de la mesure, mais qui reste une incertitude connue en fait. Et donc, ces crédits carbone, l'entreprise, pour qu'elle les achète, il faut qu'ils soient fiables, sûrs et que ça réponde à tous ses objectifs. Et donc, cette contribution, on doit arrêter de faire en sorte que ce soit quelque chose qui serve qui soit de la peinture. Il faut ce soit de la réelle redescente dans les projets et dans un réel changement de société. Parce qu'en fait, aussi, pris avec un tout petit peu de hauteur, on est capable de prendre de la hauteur à l'échelle d'une ferme, d'un bassin versant, d'une région, d'un département, blabla. Mais à l'échelle d'une entreprise et de notre territoire et de la France, ce qu'on sait, c'est que si l'ensemble de la transition, c'est 70 millions de tonnes, c'est 70 millions de tonnes d'équivalent CO2 émis, doivent être portés par les changements d'industrie. L'effort à faire, j'avais entendu ce chiffre-là, mais il me semble que c'est 3 000 ou 4 000 milliards d'euros par an, un truc comme ça. Enfin, un truc phénoménal. Ils avaient estimé, voilà, s'il faut transformer toutes les filières, machin, truc. En revanche, si l'agriculture fait un effort, si certains secteurs font un effort, l'effort il sera beaucoup moindre pour la transformation globale des entreprises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'investir une micro-partie de notre futur dans la transformation du modèle agricole, c'est un investissement et c'est un gain d'argent phénoménal sur ce qu'on va devoir dépenser pour faire ça dans le reste de la société. Parce que les conséquences sont beaucoup plus systémiques que juste on a évolué avec un taux de carbone un peu plus positif. C'est qu'on a un impact phénoménal sur l'eau, c'est qu'on a un impact phénoménal sur la biodiversité. Tout est lié et qu'à la fin, on a un impact sur la santé dans les assiettes. Et ça, c'est important dans l'agriculture. Je suis obligé de parler un peu de tous ces éléments-là, mais c'est l'agriculture, en fait, elle a besoin de choses, de la technique. En fait, elle existe, mais elle a besoin d'être déployée. Elle existe chez les paysans. Les agriculteurs sont aujourd'hui dépositaires d'un savoir-faire super important, super innovant. Et maintenant, on a besoin de le partager, tout ça. Et elle a besoin d'être accompagnée financièrement. Il y a besoin de gros flux financiers pour que les agriculteurs aient envie de bouger et que ça soit plus rentable d'aller faire de la conservation des sols et d'aller mettre de la luzerne dans un blé que de ne pas en mettre et de labourer à l'automne. Voilà. Et à partir de là, à partir du moment où on construit des itinéraires techniques qui sont plus rentables parce qu'ils sont écologiques, ben, on a tout sauvé.
Sur la question du crédit carbone, c'est toujours un truc assez clivant. Et, moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un modèle qui a l'air d'être adopté par toutes les grandes sociétés françaises, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de consensus dans toutes les grosses boîtes. C'est une boîte, par exemple du CAC, peut acheter du crédit carbone à des sociétés qui font de la séquestration carbone. Mais si elles ont adhéré à ce modèle, elles pourront communiquer dessus que quand elles auront déjà réduit de, je sais plus, 80% leurs émissions propres. Ce qui permet d'éviter de dire vous achetez des crédits sans vouloir réduire vous-même votre truc. Et la question qui pourrait émerger à partir de ça, c'est la question que je leur ai posée la première fois, c'est mais quel intérêt vous avez à acheter aujourd'hui des crédits carbone si vous pourrez en communiquer là-dessus qu'en 2040 ? Et pour eux, tout l'intérêt, c'est en fait de préempter une partie de la filière. La filière de compensation carbone, ce ne sera pas une filière illimitée. Et donc, pour un industriel, se positionner dès aujourd'hui dans l'achat de crédits sur le long terme et le financement de sociétés qui peuvent faire de la séquestration carbone sur le long terme, c'est intéressant, même si elle ne peut pas communiquer dessus aujourd'hui, parce qu'à la fin, les places seront limitées. Et donc, au moment où ça comptera le plus, parce que décarboner les 10-20 derniers % de votre société, c'est le truc le plus cher, vaut mieux que vous ayez déjà acheté votre place. Donc ça, c'est un modèle de crédit carbone qui, je pense, est plus vertueux que négatif. Et après, il y a des modèles qui sont plus du type de la réglementation, où, par exemple, on prend les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes doivent, par la loi, compenser un certain nombre de crédits. Et je pense que ça, c'est vertueux que si les crédits deviennent de plus en plus chers. Si les crédits deviennent de plus en plus chers, c'est une solution pour elles quand même d'acheter à l'instant T, mais toutes les solutions d'investissement, où elles peuvent investir sur elles-mêmes pour essayer de réduire leurs émissions propres, feront que à la fin, ça sera plus rentable d'avoir investi que de continuer à acheter du crédit carbone aux autres. Et donc, c'est un peu ce qui se passe avec le marché ETS, vu que le marché des crédits carbone européens sur l'acier et tout tend à réduire à chaque fois l'allocation des crédits. En théorie, le prix du carbone va augmenter, et donc in fine, il sera toujours plus intéressant d'avoir investi sur sa propre techno de décarbonation que de continuer à payer marginalement sa tonne de carbone. Et donc je pense que ça, c'est des crédits qui sont bons à prendre. Les crédits qui ne sont pas bons à prendre, c'est les crédits où on achète des bouts de forêt, des pseudo-bouts de forêt à l'autre bout du monde à des prix ridicules, où on en fait la communication, et en plus on n'a pas vérifié que finalement ils étaient stockés dans plus que 20 ans, parce qu'à la fin la forêt elle va cramer, ou alors c'est de la non-déforestation de trucs qui n'auraient pas été déforestés dans tous les cas. Je pense qu'il y a eu beaucoup de dérives là-dessus. Il y a eu un gros scandale là-dessus, je crois, c'était l'année dernière, sur tout un tas de crédits carbone, ou c'était même cette année d'ailleurs, tout un tas de crédits carbone qui n'avaient pas finalement de réalité physique. Je pense que ça a mis un bon coup de pied dans la filière, parce que toutes les sociétés qui ont acheté ça se sont fait directement pointer du doigt comme étant des gros greenwashers. Donc je pense que le crédit carbone, c'est vraiment une arme financière qui est très bonne. Après, il y a des alternatives, mais à la fin, il faut que les entreprises payent pour la tonne de carbone qu'ils ont à prendre. Donc, que ce soit par des amendes ou que ce soit la possibilité de financer d'autres entreprises. Dans tous les cas, je pense que ça va dans le bon sens si ça reste dans les conditions que je viens de donner. Marc-André Salos, je vous passe la parole pour rebondir sur ce qui s'est dit également, mais quelle est cette épée de Damoclès qu'il y a sur les sols, et pourquoi les solutions qu'on connaît aujourd'hui sur les crédits carbone par exemple, ou le fait de planter des arbres, alors on s'imagine bien que ça ne suffit pas, mais pourquoi ça ne suffit pas, et quelles solutions alternatives on pourrait proposer aux entreprises, aux particuliers, aux politiques publiques de mettre en place? Alors, entendons-nous, j'ai pas dit qu'il fallait pas planter d'arbres. J'ai dit que c'était valable dans un mélange de solutions, mais que ça avait des inconvénients et que ça ne pouvait pas être l'alpha et l'oméga de la compensation carbone. Après, je ne suis pas en train d'appeler à déplanter les arbres qu'on a plantés, c'est pas du tout ça. Et je pense qu'effectivement, l'agriculture est un autre domaine dans lequel on peut mettre du carbone. On l'a dit, avec plein de vertus dans les sols, et je rejoins ce que dit Félix. Si on veut que les agriculteurs fassent ça, il y a aussi une dimension, il va falloir les payer, parce qu'ils nous font déjà gratuitement le paysage. Maintenant, on veut qu'ils fassent la qualité de l'eau et le climat. Bon, ça a un prix. Il va falloir le payer.
On ne peut pas les laisser s'engager tout seuls là-dedans et se démerder comme ils peuvent. Je veux dire, déjà dans la situation actuelle, hein, ils se suicident plus que les autres. Donc c'est souvent l'indice d'un mal-être, le suicide quand même. Donc, dans les solutions, je voudrais aussi faire remarquer que les solutions d'enfouissement du CO2 dans le substrat géologique, et notamment dans des basaltes où le CO2 réagit et puis fait des nouveaux minéraux, et là, il est piégé dans la roche, ça, c'est pas très, très, très clair, l'impact de ça. Des études récentes montrent quand même que quand on met du CO2 dans un milieu où il n'y a pas d'oxygène, il y a des bactéries qui respirent au CO2. Voilà. Et elles font du méthane. Et il semblerait que jusqu'à 20% de ce qu'on a injecté comme CO2 puisse devenir du méthane, sachant que le méthane, c'est un tout petit gaz par rapport au CO2. Et si vous injectez le CO2 dans une roche où elle n'est pas assez poreuse pour qu'il ressorte, en revanche, le méthane, lui, il peut ressortir. Donc, moi, je demande à être convaincu de la générabilité et du bilan climatique des méthodes d'enfouissement profond. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'on est encore, de ce que je lis, loin de maîtriser ça. Ensuite, effectivement, il y a les méthodes d'inventer des trucs qui sont très stables et qu'on peut rajouter. En fait, on crée une espèce de drain dans le cycle du carbone. Bon, ça, c'est... Moi, je trouve ça génial. Hein. Les biochars sont une autre façon de faire, mais je voudrais juste mettre en garde par rapport aux biochars sur le fait qu'il faut bien savoir comment faire des biochars, d'un point de vue énergétique, tu le mentionnais, puis aussi d'un point de vue technique, parce que si vous les pyrolyser mal, ils relarguent des hydrocarbures polyaromatiques qui sont vraiment toxiques, qui sont vraiment des polluants. Donc avant de les mettre dans les sols, il faudrait qu'on ait un bon recul sur lesquels mettre. On sait faire d'ailleurs. On a fait. Les sols de Plagen dans le nord de l'Europe n'ont fait que ça dans la période médiévale jusqu'à la fin du 19e, et ça enrichit ces sols et ils stockent encore énormément de carbone. Les terra preta d'Amazonie aussi. Mais il faut savoir quoi faire. Alors, tout ça, c'est ces méthodes sol orientées, celles qui parlent de la matière organique filière classique, pas les biochars, pas les matériaux minéraux carbonés que l'on peut produire, ça se heurte à un risque important et ça montre bien que c'est une solution pour ce qu'on a fait, mais pas une façon de continuer. Je m'explique. Avec le réchauffement climatique, en fait, toutes les réactions du vivant augmentent. Vous avez repéré que les insectes ou les lézards, hein, quand il fait froid au printemps, ils ne bougent pas beaucoup. Parce qu'en fait, leurs réactions métaboliques ne sont pas élevées. Eux, ils ne sont pas chauffés comme nous, à 37 degrés en permanence. Ils ont la température extérieure. Et en fait, on voit qu'ils sont d'autant plus actifs qu'il fait chaud. Ça, c'est parce que les réactions chimiques du vivant se font d'autant plus qu'il fait chaud. Donc, plus il fait chaud, plus il y a de photosynthèse. Et donc, plus il y a de matière organique qui arrive au sol. C'est comme ça que les forêts françaises fixent, en fait, les sols des forêts françaises sont entre 1 et 3 pour 1000 par an de fixation de carbone. Alors on se dit, c'est très bien. Dans un écosystème où on ne récolte pas trop, il y a effectivement du carbone qui rentre dans le sol. Bon, la photosynthèse augmente, mais la respiration aussi. Et la mauvaise nouvelle, c'est que la pente, le taux d'accroissement de la photosynthèse avec la chaleur est moins fort que le taux d'accroissement, la pente de la courbe d'accroissement de la respiration avec la chaleur. Ça veut dire qu'on va arriver à une température où la respiration va dépasser l'augmentation de la photosynthèse qui crée la réserve de carbone dans le sol. Donc on est à quelques degrés, alors les estimations débattent on est à 1 ou 3 degrés du moment où les sols commencent à déstocker. Par parenthèse, pour des raisons climatiques, il arrive aussi que la machinerie photosynthétique s'enraye. Et c'est pour ça que vous avez lu dans la grande presse récemment que la forêt française ne stocke plus autant qu'elle aurait pu ou qu'elle a stocké. Donc, en fait, on n'est pas loin d'un moment où le sol commence à basculer dans ce qu'on appelle les feedbacks positifs, c'est-à-dire plus il fait chaud, plus le sol contribue à chauffer. J'ajouterais par parenthèse la déglaciation des pergélisols, ces sols perpétuellement congelés, où là, justement, c'est gorgé d'eau, il y a plein de matière organique, c'est une respiration au CO2 qui se fait et elle donne du méthane. On compte entre 5 et 10 fois le risque, hein, en décongelant tous ces sols et en les faisant respirer, c'est d'augmenter de 5 à 10 fois la quantité de CO2 à terme de l'atmosphère. C'est énorme le réservoir qui est fixé là. On a aussi ce problème avec les tourbières des zones boréales, qui sont des zones submergées, où la matière est submergée ou engorgée, où la matière organique est stabilisée. Les tourbières boréales, c'est 3% de la surface du globe, mais c'est 75% des réserves de carbone des sols. C'est énorme, hein. Et ces tourbières boréales, eh bien, aujourd'hui, le changement climatique, c'est aussi un changement de distribution de la pluviométrie. La couche de surface est sèche, elle prend feu avec les éclairs et on a ces gigantesques feux zombies
des feux zombies qui, en fait, en hiver, avec la neige ou le froid, ils couvent sous forme de braise, puis ils reprennent en été, on ne les éteint pas. Ces feux zombies, en 2017, j'ai que ce chiffre-là, je suis désolé, ils ont émis pour l'ensemble de la Russie plus de gaz à effet de serre, surtout du CO2, que n'émettait dans le même temps de gaz à effet de serre d'origine anthropique la Belgique. Donc il y a un vrai problème de rétroaction positive, à la fois actuellement avec la décongélation des pergélisols et l'assèchement des tourbières boréales, et puis à terme, la perspective que la respiration augmente plus vite avec la température que la photosynthèse, et que donc nos sols risquent de devenir des sources de carbone, là où nous on les a préparés, en entassant du carbone dedans, à être des stocks. Il y a une épée de Damoclès qui fait que tout ça ne peut être vu comme des solutions pour ce qui était déjà fait, et vraiment pas comme des façons de continuer. Moi, j'aimerais mettre un peu de relativité dans ce que tu viens de dire, si tu m'y autorises. C'est sur l'histoire de cette respiration, c'est complètement vrai. En revanche, il y a quand même un différentiel, enfin, pour sortir juste que du carbone encore, mais un différentiel entre un sol qui est au soleil et un sol qui est à l'ombre, en température. Dès qu'on va être sous des végétaux, on va perdre 5-6 degrés assez facilement. Donc, on a une responsabilité, même si moi je ne vais jamais aller éteindre les tourbières en feu. Ma responsabilité, et si je me retourne derrière moi à la fin de ma vie et que je me dis je suis content, c'est si on a réussi à végétaliser ce pays. Et donc, végétaliser ce pays, ça veut dire créer de l'ombre, créer des microclimats. Et effectivement, on ne sauvera peut-être pas la planète entière, mais si ces choses-là commencent à se développer, si cette agriculture régénératrice commence à se développer, si on commence à être un peu moins, j'allais dire un peu moins, et qu'on arrête de virer 20 000 km de haies par an et qu'on n'en plante plus que 7, mais qu'on inverse ce truc-là, qu'on remette des arbres, qu'on remette de l'agroforesterie, qu'on remette de la végétalisation, qu'on refasse des couverts végétaux que tu évoquais tout à l'heure, on va créer un microclimat qui va nous permettre de continuer à stocker du carbone dans les sols. La question, qui est plus complexe, c'est qu'il faut que notre agriculture devienne exemplaire dans la matière. Et lorsque notre agriculture sera exemplaire en la matière, les autres agricultures des autres pays peuvent s'y mettre aussi. Là, le désert, il est en train de s'approcher. Bon, peut-être pas de Nantes, mais en tout cas, moi, je suis au Pays Basque. Il est à 200 km. Enfin, on a le désert des Bardenas, à partir de Pampelune, il n'y a plus rien. Voilà. Et encore plus cette année. Enfin, les blés, ils faisaient 20 cm de haut. Voilà. En fait, l'Espagne, ça a commencé surtout avec les conquistadors. Il a fallu construire plein de bateaux pour traverser l'Atlantique. Tout ça, on a viré tous les arbres. On les a pas replantés. Récemment, on s'est mis à faire des cultures de blé et de tournesol. Le tournesol, c'est une plante d'Arizona. Elle crée du climat d'Arizona. Le blé, l'été, il n'y a plus de photosynthèse. Et donc, au-delà des fuites de carbone et de la perte du carbone des sols, le fait d'enlever la végétation du territoire, le climat se construit avec la végétation aussi. Les microclimats se construisent avec la végétation. Et donc, on a cette responsabilité de mettre à l'ombre et de refroidir, en fait. Il y a plein d'initiatives là-dessus, mais c'est pour sortir de ce débat on réglera tout par le prisme du CO2. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus systémique, beaucoup plus global. Et voilà. Il faut intégrer les autres limites planétaires, en fait, tout simplement. Je propose de passer à quelques questions-réponses et puis ensuite on fera un dernier tour de table. Alors c'est pas moi qui fais la distribution des micros, donc voilà. Bonjour, merci pour la table ronde. Alors, je voudrais m'adresser à... Je suis désolée, il n'y a pas les noms derrière vous. À Félix Noblia et Nicolas Cruau, c'est bien ça? C'est ça. En fait, vous avez beaucoup appuyé votre argumentation sur la compensation. Et ça me dérange un peu parce qu'on n'a pas du tout évoqué tout ce qui est
les autres leviers, éviter et réduire. C'est vrai que là, on parlait quand même de stockage dans les sols, mais là, on a parlé beaucoup de compensation et on a mis la clé sur les agriculteurs. Et c'est comme si, en fait, on allait... vous avez dit quand même, oui, c'est les crédits carbone, c'est quand même la super idée par rapport... je ne sais plus quel était le terme, mais vous avez dit c'est vraiment le futur pour compenser, en fait, et stocker du carbone. Mais du coup, ça fait reposer tout le poids sur les agriculteurs, sachant qu'il y a d'autres enjeux au niveau de l'agriculture et que ils peuvent pas non plus se reposer que sur des subventions. Et du coup, ça m'embête un peu en fait qu'on n'ait pas du tout parlé des autres. On n'est pas passé d'autres leviers en fait que la compensation au niveau des entreprises. Moi, j'aurais bien aimé qu'on fasse une conférence sur le thème d'éviter et réduire, sauf que c'était pas l'objet de la conférence. Voilà, je suis désolé. En revanche, pourquoi on a parlé des agriculteurs? Parce que les agriculteurs ont un potentiel réel et que c'est 40% des terres émergées et que c'est quelque chose. C'est les seuls endroits où on a des gens qui sont encore capables d'avoir des actions sur le foncier. C'est des gens, voilà, c'est des gens qui peuvent être. Il y a des conditionnalités à ça avec de l'argent public. Ce qui est sûr, c'est que. De toute façon, je vais vous expliquer un truc très rapide, mais c'est que soit c'est le marché qui décide de la production, donc c'est-à-dire on va payer super cher les produits agricoles, voilà. Et dans ces cas-là, s'il n'y a pas de conditionnalité, pourquoi est-ce que les agriculteurs feraient des efforts environnementaux? Puisque de toute façon, c'est des économies d'échelle et une différence charge-produit qui vont faire les marges. Et donc, plus tu auras des prix chers, plus potentiellement tu produirais et tu gagnerais de l'argent. Donc, si on veut qu'il y ait des conditionnalités environnementales, si on veut qu'il y ait des efforts environnementaux qui soient faits, il faut qu'il y ait des flux financiers qui soient associés. Donc, on ne veut pas que les agriculteurs soient subventionnés, mais si on veut qu'il y ait des conditions, voilà. Aujourd'hui, les conditions par le marché avec des différentiels de qualité d'un produit, elles n'existent pas. Si on vous met face à vous une 2 chevaux sans les roues, toute rouillée, sans le volant, et à côté une Lamborghini, vous allez vous dire, peut-être qu'il y en a une qui vaut plus cher que l'autre. Sans être sûr, mais c'est peut-être un truc intuitif. Si je vous mets à côté un steak haché d'une vache angus qui a pâturé de l'herbe et à côté un steak haché qui est composé la moitié d'oignons et l'autre moitié de tofu, vous n'allez pas vous dire qu'il y en a un qui enfin, j'exagère un peu, mais entre un steak haché qui contient 80% de viande et que du minerai, 80% de minerai et 20% de merdouille et dextrose à côté, et un vrai steak haché, les gens ils savent pas plus faire la différence entre deux produits alimentaires. Donc la qualité n'est pas valorisée sur les produits alimentaires. Et elle est toujours de moins en moins, avec un nivellement par le bas de ça. La conditionnalité, c'est un moyen de vraiment engager des choses différentes, mais il faut des gros flux financiers. Maintenant, il faut aller les chercher. Et je ne dis pas que ça va dédouaner les entreprises de quoi que ce soit, justement, mais en revanche, si on veut vraiment transformer l'agriculture, c'est une conditionnalité d'avoir des flux financiers qui viennent accompagner cette transformation. Donc, moi, je pense qu'on est tous d'accord dans la salle pour dire que les crédits carbone, et la compensation carbone, ça fera pas, ne serait-ce plus que 10 à 20% du boulot. Je ne sais plus exactement la trajectoire, mais l'idée c'est de compenser les émissions résiduelles. Et les émissions résiduelles, c'est celles les plus dures à aller chercher. Après, c'est pas pour ça qu'il faut, à mon sens, attendre d'avoir que ces émissions résiduelles à réduire pour commencer à chercher à développer des technologies ou des moyens d'aider le système. C'est un peu ce que je disais quand je disais que les grands groupes, par exemple, qui veulent acheter des crédits ne peuvent que communiquer dessus que quand ils ont déjà réduit 3/4 du problème. Pour moi, ça évite le problème que vous avez soulevé de dire ça sert à rien de mettre tout le poids sur les crédits carbone, ça peut pas marcher. Donc, mais là, en l'occurrence, nous, on essaie de travailler à notre échelle, de se dire comment on peut agir, et notre levier d'action, c'est la compensation, mais on n'est pas venu vous vendre le fait que ça allait résoudre tout le problème. Et d'ailleurs, moi, dans mon procédé, j'ai de la compensation, mais j'ai aussi de l'évitement. Donc, je suis un peu déjà dans les deux
dans les deux trucs. Mais je comprends votre position de dire c'est une table ronde sur la compensation carbone, on fait la promotion de la compensation carbone et on en explique les intérêts et les limites. Mais une des limites, c'est que le potentiel, même si on s'y mettait très fort, on n'irait pas compenser 100% des émissions qu'on a à réduire et compenser aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations qui étaient très intéressantes. J'ai une question que je me pose depuis plusieurs mois maintenant. Je suis ingénieur bâtiment de formation et j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur la nouvelle norme RE 2020, de travailler en entreprise et de calculer notamment les analyses de cycle de vie. Et j'ai une question qui me suis venue et j'ai toujours pas la réponse. C'est que, par exemple, quand une entreprise achète une forêt par du crédit carbone pour compenser ses émissions, donc la forêt stocke une tonne de CO2 par exemple, l'entreprise, c'est parce qu'elle a émis une tonne de CO2. Sauf que ce bois, potentiellement, ensuite, on l'utilise en bois d'œuvre, donc pour la construction, ou en bois énergie. C'est la même chose. Enfin, ça se rejoindra. Moi, dans le bâtiment, je vais dire, chouette, j'achète du bois pour construire mon bâtiment. Il a stocké une tonne, donc je peux le compenser dans mon bilan carbone de mon bâtiment. Du coup, ça veut dire qu'en fait, l'arbre, il a stocké une tonne. L'entreprise a déjà dit « Ah ben chouette, j'ai compensé d'une tonne. » Et moi, en plus, dans le bâtiment, vu que je l'utilise à la fin, je dis « Ah ben chouette, je peux compenser encore une tonne. » Donc en fait, en vrai, on a stocké une tonne. Et officiellement, on a... donc en vrai, l'arbre a stocké une tonne. Et officiellement, je l'ai compté 2 fois. Parce que je l'ai compté en compensation au début et ensuite en bois d'œuvre ensuite dans le bâtiment, quoi. Donc c'était pour savoir si c'était déjà résolu ce problème-là ou pas, quoi. C'est la question de la double comptabilité et je crois que... Alors, je ne suis pas expert sur la filière bois parce que pour tout avouer, je me suis posé la même question que toi il y a 1 an à peu près. Et de ce que j'en ai compris, déjà quand tu es obligé de boucler sur la fin de vie du matériau bois, donc je crois que tu ne peux pas dire qu'en mettant du bois dans un bâtiment, mais là tu es plus savant que moi, que tu es en émissions négatives pures, parce que tu dois décompter les émissions de fin de vie du bois qui va à la fin rejeter son carbone dans l'atmosphère quand il sera, si tu le laissais comme ça ou s'il part à l'enfouissement ou à l'incinération. Et je ne suis pas sûr que ce soit aussi les mêmes forêts qui soient impactées par les forêts qui font du crédit carbone et celles qui font juste de l'extraction de ressources. Mais donc ouais, la question de la double comptabilité, à mon sens, alors j'ai plus toutes les réponses, mais j'avais discuté avec des gens du label bas carbone et ça avait l'air quand même relativement résolu ce truc-là. Je crois qu'il y a plus de problème de double comptabilité. Les vrais sujets je trouve dans le crédit carbone aujourd'hui, c'est l'additionnalité. L'additionnalité, c'est le critère qui dit que vous êtes bien en train de financer un évitement potentiel de CO2 et que vous n'êtes pas juste en train de payer un gars qui, dans tous les cas, aurait évité ce CO2, séquestré ce CO2. Et pour moi, ça, c'est le critère qui, quand on l'explique comme ça, semble très logique, mais quand on l'applique à des entreprises, devient très très compliqué, parce que ça implique que tous les processus de séquestration carbone qui veulent se faire financer en complément par du crédit carbone doivent être par nature non rentables. Et la non-rentabilité, c'est quand même quelque chose de... le prix du carbone étant relativement pas fixe du tout, en fonction des technos qui arrivent et des gars qui achètent ça au Bangladesh et tout, construire un modèle économique sur un modèle à perte pure, c'est compliqué. Et la non-rentabilité, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. N'importe quelle entreprise peut essayer de s'induire des coûts qui n'existent pas réellement en se surfacturant des choses pour passer dans la non-rentabilité. Je dirais que ça, c'est aujourd'hui, et quand je discute avec pas mal d'acteurs de la filière, ce critère d'additionnalité, c'est le plus compliqué à quantifier et à mettre en place réellement, mais il est nécessaire parce qu'on n'a pas envie de juste de dire, je sais pas, je suis Air France, je finance un truc qui en fait n'a aucun intérêt, n'a aucun impact positif sur la nature, parce que dans tous les cas, il était déjà fait. Je voudrais juste rajouter un truc sur l'additionnalité et les crédits carbone en agriculture, mais tu as parlé de séquestration et d'évitement. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a pas mal de crédits carbone qui sortent autour de l'agriculture, qui sont portés par notre cher ministère. C'est je fais la même chose, mais en fait
parce qu'on a des modalités de calcul qui disent que j'émets moins de carbone, je suis positif et je suis vertueux, donc je mérite qu'on génère un crédit carbone et que je puisse le vendre. Voilà. Il y a l'agriculture aujourd'hui, il y a ce genre de trucs qui sont en train d'apparaître. Enfin, juste pour bien faire gaffe, c'est je fais la même chose ou je fais des changements mineurs, j'émets moins de carbone en faisant quelques micro-changements, donc je suis vertueux, je peux générer un crédit. Voilà, à l'eau, quoi. Voilà, on ne doit pas générer des crédits sur le fait de répondre à nos objectifs environnementaux. C'est deux choses différentes. Le crédit, c'est on séquestre à long terme. Alors, moi, je n'ai pas de réponse réglementaire, mais je voulais juste vous dire, au moment d'extraire votre arbre, il y aura quand même des choses à faire pour être sûr de ne pas massacrer plus de carbone, de ne pas perdre potentiellement plus de carbone que l'exportation de cet arbre, dont le devenir sera sans doute d'être brûlé ou d'être minéralisé un peu plus tard. Et là, il y a aussi tout un tas de pratiques de foresterie qu'il faut revoir. Le fait de faire des coupes à blanc, par exemple, ou des très grands espaces de coupe, c'est des espaces ouverts qui attirent les oiseaux ça chie, ça amène de l'azote, et l'azote joue comme un baiser à la Belle au bois dormant pour réveiller tout un tas de microbes du sol qui ont bien du mal à travailler parce qu'il n'y a pas assez d'azote. Donc vous commencez à minéraliser dans le sol. En plus, souvent, quand on fait des coupes à blanc, on se retrouve à avoir tartiné le sol avec des engins un peu lourds. Donc on est obligé de labourer et on déstocke de façon accrue. En fait, un truc qui, moi, me fait un peu peur techniquement, je disais, je ne suis que dans l'aspect biologique des choses, mais c'est de voir qu'il n'y a pas tellement de considération du type de foresterie appliquée. Typiquement, la foresterie que je vise est une foresterie de type irrégulier, c'est-à-dire avec des arbres d'âge différents, c'est vraiment pas une plantation en fait. Des extractions sélectives d'arbres, des perturbations donc à l'état de toutes petites clairières, et bien sûr pas de labour. Donc pas le modèle sylviculture intensive, pas le modèle avec coupe à blanc, qui lui est beaucoup plus générateur de carbone en plus, aussi pour des raisons d'outillage impliquées. Donc ça c'est un truc important, c'est quelle foresterie on veut, et en gros c'est une foresterie de type pro-silva pour parler techniquement, et surtout pas une foresterie intensive, parce que celle-là, au moment de la récolte, elle déstocke fortement dans le sol. J'ai un dernier point sur la réglementation environnementale dans le bâtiment. Il y a aussi deux comptabilités qui se font en parallèle. Il y a la comptabilité des entreprises où tout le monde compte les émissions de CO2. On va dire par exemple dans le bâtiment, il y a le cimentier qui émet beaucoup de CO2 pour produire son ciment. Donc le bilan carbone du cimentier il va être très élevé. Et la réglementation du bâtiment, elle demande à ce que le mètre carré de bâti final, il porte pas plus de tant de carbone par mètre carré. Et donc, par exemple, vous avez un béton, vous êtes bétonnier, vous avez utilisé le ciment de votre cimentier. Donc, ce ciment, il va être très carboné, donc votre béton, il va être très carboné. Néanmoins, ce n'est pas vous qui avez émis ce CO2. Donc, à la fin, vous mettez sur le marché et vous utilisez un matériau qui est très carboné. Et donc, là, vous devez respecter le inférieur ou égal à tant de CO2 par mètre carré construit. Mais ça n'a pas été perçu dans votre comptabilité. Donc peut-être que ça rejoint aussi un peu toute ta question tout à l'heure. Aujourd'hui, toi, tu peux dire que tu vas faire de la réduction de CO2 dans ton bâtiment parce que tu as utilisé des matériaux qui étaient intrinsèquement bas carbone, mais tu peux pas ta société ou la société de construction qui a fait le bâtiment ne peut pas se targuer d'avoir émis plus ou émis moins. Elle a ses émissions propres, et ses émissions propres, c'est ses camions, ses machins, quoi. Et donc, on ne peut pas transférer le bilan carbone, les émissions carbone du cimentier, par exemple, au bétonnier parce qu'il a utilisé du ciment. Parce que sinon, tu aurais de la double comptabilité aussi. C'était peut-être un peu technique pour tous ceux qui n'ont rien à faire du bâtiment. Oui, bonjour. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait revenir sur un point qui m'a un peu interrogé, Monsieur Sellos? C'est que vous avez énoncé le chiffre de 300 gigatonnes, mégatonnes qui ont été émises par le labour et le défrichement par le feu, et que ça aurait engendré un recul de la hausse des températures sur l'âge glaciaire en cours. Mais le problème, c'est qu'on sait bien que le taux de CO2 n'a pas augmenté depuis 50 dernières milliers d'années, qui est de 280 ppm. Et avant ça, sur les 400 dernières années, il variait entre 180 et 280, avec des variations de température de 0 à 5 degrés. Et si je peux me permettre une autre question, est-ce qu'il y a une validité dans les travaux sur la corrélation, non pas température CO2, ça c'est validé,
mais la primauté antérieure dans les anciennes glaciations entre l'émission de CO2 et la hausse de la température ou la baisse de la température. Merci. Alors, vous pensez bien que pour un microbiologiste, cette question, c'est un peu difficile. En gros, les travaux que je cite sont ceux de Ruddiman, un climatologue américain qui a publié un livre que je vous recommande, La charrue, la peste et le climat. Où, la charrue, vous avez compris, le climat, vous avez compris, la peste, c'est que lui, il regarde les épidémies de peste, qui sont un alter ego de Gengis Khan, et il explique comme ça le petit âge glaciaire qu'on a eu entre la fin de la période médiévale et le 19e siècle. Voilà, alors ces travaux donnent lieu à des discussions actuellement. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que je suis d'accord qu'il n'y a pas eu d'augmentation du CO2, mais c'est justement ça, le truc. Vous êtes d'accord que dans les périodes glaciaires, le taux de CO2 dans l'atmosphère diminue. Alors, il y a un mécanisme assez complexe qui est lié au cycle de Milankovitch et à à différents paramètres de la façon dont la Terre se comporte par rapport au Soleil, qui induit des glaciations. Et en fait, le mécanisme d'entrée en glaciation, si je résume, et kilométriquement, parce que moi, c'est pas ma discipline, mais en gros, c'est que vous changez des paramètres de distribution de la chaleur sur Terre, parce que vous changez la disposition de la Terre par rapport au Soleil, et ça joue sur des grands mécanismes de redistribution de la chaleur et de l'eau. Donc ça va jouer sur la photosynthèse et notamment sur la mousson. Et la mousson, c'est quelque chose qui permet au sol soit de respirer, soit, quand il y en a vraiment beaucoup, d'émettre du méthane. Et donc, en fait, l'histoire, c'est que les cycles de Milankovitch, la disposition, les déterminismes astronomiques, se traduisent par des réductions du CO2 ou du méthane dans l'atmosphère qui vont être les relais de l'entrée en glaciation. C'est eux qui produisent ça. Donc, quand vous bloquez un refroidissement, c'est que vous bloquez une diminution du CO2 et du méthane. Et dans le modèle de Ruddiman, ce qu'on voit, c'est que par rapport à l'attendu au regard des glaciations précédentes, le CO2, à partir de 8-10 000 ans, il ne diminue pas comme attendu, il se stabilise. Et à partir de 5 000 ans, c'est le moment où on commence la riziculture inondée à grande échelle en Asie, le méthane, au lieu de décroître, il se stabilise. Donc c'est tout à fait attendu dans le modèle de Ruddiman qu'on ne voit pas d'augmentation, puisqu'en fait on compense une baisse attendue à cause d'un déterminisme astronomique qui modifie le fonctionnement de la vie sur Terre, notamment par le biais de la distribution des températures à différentes latitudes et de la distribution de la mousson. Voilà l'histoire. Je ne sais pas si c'est clair. Mais alors c'est le modèle de Ruddiman. Après, tous les climatologues ne sont pas d'accord. Ok, ça c'est clair. Enfin, je sais moi, parce que ça on a les sols d'avant les années 50, on les a au laboratoire, notamment au muséum, qu'on a, depuis 1950, perdu la moitié de la matière unique des sols. Donc le carbone, il est bien là quelque part. Après, les chiffres, voilà, c'est querelle d'experts. Peut-être une dernière question. Oui, bonjour. J'avais une question aussi. Oui, oui, allez-y. Du coup, j'ai regardé le titre plusieurs fois de cette conférence. Et c'était bien marqué quel stockage de carbone pour les écosystèmes, quel stockage de carbone pour 2050, si je ne me trompe pas. Et en fait, j'ai regardé le titre plusieurs fois parce que pour moi, l'océan est également un moyen de captage du carbone très important et je suis étonnée qu'on n'en ait pas parlé dans cette conférence. Après, j'imagine que c'est aussi dû à vos parcours, chacun. Mais du coup, j'aurais quand même une question à vous poser. J'espère que ça ne vous dérange pas. Notamment pour Marc-André Sellos, j'aurais aimé savoir si y a des phénomènes similaires dans les océans face au réchauffement de l'eau, tel que ce que vous avez décrit pour les feux zombies dans les sols. Je ne vous ai pas localisé dans la salle, alors. Ah voilà, Là. vous n'étiez pas loin en plus. Alors, l'océan, il absorbe déjà un tiers des émissions anthropiques. En gros, alors, il y a peut-être des chiffres plus précis, mais c'est un tiers dans la photosynthèse, un tiers dans l'océan par dissolution du gaz carbonique. Et d'ailleurs, ça provoque une acidification de l'océan qui n'est pas très très bonne pour la vie de l'océan. Et puis un tiers dans l'atmosphère, en gros. Alors, il y a une méthode qui est proposée pour l'océan qui a une variante douce et une variante dure. Dans l'océan, ce qui manque, ce n'est pas l'azote, ce n'est pas le phosphate, c'est le fer. Parce que le fer, l'océan est oxygéné, le fer, il se transforme toujours en fer ferrique,
en fer de type rouille, qui n'est pas soluble et qui tombe au fond de l'océan. Donc l'océan, il est anémié. Voilà. Donc, il y a eu de grandes expériences qui ont montré ça. Il suffit de mettre du fer dans l'océan pour que tout d'un coup, il y ait plein de vie qui prolifère. Et il y a cette idée de stocker du carbone en fertilisant l'océan, donc en amenant du fer. C'est vrai que c'est pas très cher. En plus, il n'en faut pas beaucoup, hein. Et avec cette idée que donc la matière organique formée, des microalgues, puis ensuite des petits animaux planctoniques, puis des poissons, tout ça, quand ça meurt, ça tombe au fond, et ça fait une exportation de matière organique vers le fond de l'océan, donc de carbone. C'est ce qu'on appelle la pompe biologique. Alors cette pompe biologique, on ne sait pas vraiment comment elle fonctionne, et ces modulos, qu'est-ce qui est respiré avant d'arriver au fond de l'océan? C'est vrai qu'au fond de l'océan, il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans l'eau, mais tant qu'on est en surface et pendant que ça coule, ça peut être respiré. Donc déjà, on ne connaît pas son efficacité. Mais la deuxième, c'est que cette méthode-là, qui a des tenants, est un affreux poison pour les générations suivantes. Pourquoi? Parce que dans le fond de l'océan, il y a de l'eau. Alors elle est à 4 degrés, l'eau du fond de l'océan, n'est-ce pas, hein, puisque c'est la température à laquelle l'eau est la plus dense. Et cette eau, en fait, elle descend au fond des océans, notamment au niveau de l'Atlantique Nord. Quand se prend en glace, c'est de l'eau douce la glace, hein, qui prend dans l'océan. Quand la glace prend, ça provoque la formation d'une eau enrichie en sel qui tombe au fond de l'océan. Elle tombe, elle va rôder là à 4 degrés, et puis il y a des régions où, de façon compensatoire, notamment au large des côtes du Chili ou des côtes de Mauritanie, où vous avez des remontées d'eau profonde, liées notamment à des circulations atmosphériques qui décapent les eaux de surface et qui permettent aux eaux profondes de remonter. Par parenthèse, c'est très poissonneux dans ces coins-là, parce qu'il y a tout l'azote, le phosphate, le fer et tout, enfin pas tellement le fer parce qu'il n'est pas soluble, mais tout l'azote et le phosphate de tous les cadavres qui sont enterrés au fond de l'océan, qui ont été libérés au fond de l'océan, et ça donne des eaux extrêmement riches qui nourrissent de tas de choses, et c'est les grandes zones de pêche, effectivement, qui sont fertilisées de cette façon-là. Et le temps de circulation, c'est 1 millier d'années. Alors vous direz, bon, si on fait des conneries, ça ressort dans 500 à 700 ans, c'est pas un problème. Le problème, c'est que quand vous enfoncez de la vie au fond de l'océan, le fond de l'océan devient anoxique. C'est-à-dire que le peu d'oxygène ou de nitrate ou de CO2 qui sert à respirer au fond de l'océan va être complètement utilisé. Vous allez basculer dans ce qui se passe quand il y a une marée verte, un système qui fait du H2S, qui fait de l'ammoniac, et ce qui va ressortir, c'est un machin putride riche en H2S. C'est pas un cadeau forcément pour les générations suivantes, parce que ça s'est produit dans l'histoire du globe. On a eu des épisodes à saturation où on a eu des saturations de H2S dans l'atmosphère, et on les connaît comme des épisodes d'extinction en masse. Donc l'océan, bon. Après, il y a une voie plus molle que je ne sais pas estimer, mais qui est très à la mode, qui est de broyer du basalte, qui est quelque chose de très instable. Hein, c'est quelque chose qui libère très vite du calcium dans le sol. De broyer du basalte dans les écosystèmes terrestres, alors déjà, ça amène des sels minéraux, bon, et deuxièmement, ce calcium, quand il part, il arrive dans l'océan, et dans l'océan, le calcium, il se combine au CO2 pour donner et faire précipiter du calcaire. Bon, ça, c'est un peu la voie que tu décrivais avec les colitophoridés, parce que souvent, ce calcaire, il est fait par des organismes vivants qui font ainsi leur coquille. Donc le mécanisme que je vous dis, il est en fait quand même vivant. Mais on l'appelle la pompe chimique, à côté de la pompe biologique. Ça envoie du CO2 au fond de l'océan sous forme de calcaire. Et ça, je me demande si c'est pas une meilleure solution, mais pour l'instant, il y a surtout des gens qui vendent du basalte broyé, qui disent « ouais, c'est génial », et ils ont des chiffres pour montrer, voilà, mais on n'a pas les effets secondaires. Donc, si jamais on doit jouer dans l'océan, c'est peut-être pas sur la pompe biologique, mais sur la pompe dite chimique, en dépit qu'elle fait intervenir des organismes calcifiants qui sont vivants. Et là, c'est là que ma connaissance atteint ses limites. Moi, je ne sais pas les estimations de la valeur d'une activation de la pompe chimique. Moi, je voudrais rajouter un truc éthique, voilà, mais c'est que je suis quand même très très perturbé par les solutions de géo-ingénierie. À titre personnel, voilà, ça apporte rien à la conférence, mais je suis très, je pense que les solutions sont sous nos pieds, dans nos sols, dans la nature, tout ça, et qu'il faut d'abord on accentue la recherche sur celle-là, et aujourd'hui on se focalise plus sur mettre des millions d'euros pour de la technologie, alors qu'en fait peut-être que la réponse elle est biologique. Hein, Marc-André, qu'on met des millions d'euros dans des réponses.
qu'on met des millions d'euros dans des réponses pour aller chercher de la technologie, mais peut-être que la réponse, elle est biologique en fait. Mais la géo-ingénierie, c'est ce qu'on a fait quand on a commencé à labourer des sols qui n'avaient jamais connu une terme perturbation mécanique. C'est ce qu'on a fait quand on a mis des engrais minéraux dans des sols qui étaient habitués à recevoir l'azote et le phosphate sous forme organique. La géo-ingénierie, c'est la tentative de trouver une solution ad hoc par rapport à un problème et de recevoir dans la gueule les problèmes indirects systémiques que ça entraîne parce qu'on n'a pas vu la systémie. Et même maintenant, je ne pense pas que notre connaissance de l'écologie nous permette toujours de deviner la systémie. Donc la moi, les solutions d'ingénierie, je pense qu'il ne faut pas s'en priver éventuellement, mais il faut bien les surveiller et puis il faut avoir au maximum utilisé les solutions inspirées par la nature. Merci à tous, à moins qu'il y ait une vraiment hyper courte question pour très courte réponse. Je pense qu'on va s'arrêter là. Vous pourrez échanger avec les intervenants s'ils ont quelques minutes à la fin, évidemment, comme d'habitude. Et sinon, merci à tous les trois, merci à tout le public de vous être présenté à cette table ronde et bonne fin de journée.